Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, chers participants et participantes à ce webinaire. Nous sommes ravis de vous savoir avec nous. Nous allons patienter quelques 2 minutes encore pour l'arrivée de quelques-uns. Je suis Mylène Ganglozon, assistante sociale et psychologue de profession. Je suis une femme déficiente visuelle. Je suis chargée de modérer ce webinaire durant lequel nous allons passer 2 heures ensemble, 2 heures d'échange, de partage. Et cet événement est un grand événement inclusif car il est prévu et disponible l'interprétation en langue des signes pour faciliter la participation des femmes, des personnes handicapées positives. Alors, nous allons pouvoir démarrer. FAPHB, c'est bon? Nous sommes prêts. D'accord. Bonjour une fois encore à toutes et à tous, chers participants et participantes, soyez les bienvenus à ce grand événement inclusif. Ce webinaire consacre le lancement officiel de notre rapport d'étude intitulé « Écoutez-nous vraiment, paroles de femmes handicapées du Bénin ». Cette étude purement qualitative a été chose possible grâce au soutien technique du projet Making It Work de Handicap International et grâce à l'appui financier de la thématique EDIT. Chers participants et participantes, une fois encore, merci à vous d'avoir choisi de rester en notre compagnie. Sans plus tarder, je donnerai la parole à une dame Amazon, une figure de défense des droits des femmes handicapées au Bénin, qui va nous introduire dans le vif du sujet. Madame Olga Noélie Adjadahou, vous avez la parole. Merci Mylène. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis Noélie Olga Adjadahou, membre de l'Organisation des femmes aveugles du Bénin, représentant ici le consortium qui a mené cette étude. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour l'attention soutenue que vous allez accorder à notre présentation de ce jour.
La réunion est enregistrée. Notre rapport est unique en son genre. Il est l'aboutissement d'une enquête menée par des organisations de personnes handicapées dirigées par des femmes. Il s'agit de l'Organisation des femmes aveugles du Bénin, OFAB, et l'ONG DEDI, qui se sont mises ensemble pour mener cette étude auprès de nos pairs, une étude réalisée par les femmes handicapées et pour les femmes handicapées. Les femmes handicapées de divers types, d'âges variés, de lieux de résidence variés. Enquête réalisée dans 2 départements du sud du Bénin. Unique en son genre, cette étude par des femmes handicapées au sujet des femmes handicapées opère un changement de paradigme en valorisant des expérimentiels invisibles. Cette enquête met en lumière des réalités marquées par des discriminations croisées, mais aussi par de fortes capacités d'agir. Les femmes handicapées enquêtrices comme participantes y apparaissent comme un véritable agent de changement appelant à une inclusion réelle. Notre pleine participation est effective aux prises de décision à tous les niveaux et sur tous les sujets qui nous concernent est indispensable pour transformer durablement la société. Mesdames et messieurs, chers participants, ce rapport à destination des décideurs et décideuses, des partenaires nationaux et internationaux, à toutes les organisations de la société civile, a vocation à porter un message et valoriser sa mise en œuvre pour répondre à un seul appel. Celui de rien pour nous sans nous. Et c'est sur ce mot lié à l'inclusion, notre pleine participation, que je lance les diverses présentations de ce webinaire. Sincère merci. Je vous demande une bonne écoute. Merci. Merci beaucoup, très chère Olga. La parole est à nouveau à notre modératrice, Mylène. En attendant que Mylène nous rejoigne, alors nous aurons plusieurs intervenants. Mylène, tu es là? Oui. Ok, je te laisse alors la parole. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous pour cette belle introduction.
la suite, nous aurons la parole d'une autre grande dame. Il s'agit de la chargée de programme genre, inclusion et VIH au PNUD. Elle répond au nom de Madame Joséphine Canaquin. C'est elle qui marraine également cet événement. Elle va pouvoir nous expliquer un peu le contexte global du genre et de l'inclusion, duquel s'inspire également la présente étude. Merci, Madame Canaquin, si vous êtes en ligne, de bien vouloir prendre la parole. Une fois encore, Mira! Bonjour. Une fois encore, merci aux participants d'être en notre compagnie. Merci à Madame Canaquin, si elle est en ligne, de pouvoir. Alors, en attendant que la marraine de cet événement de présentation du rapport « Écoutez-nous vraiment, parole de femmes handicapées du Bénin », je vous propose qu'on passe directement à la présentation des résultats. Et puis, on aura toujours la possibilité de prendre l'intervention de mise en contexte de Madame Canaquin lorsqu'elle sera en ligne avec nous. D'accord. Alors, sans grande transition, nous allons laisser place aux panélistes, les dames, les enquêtrices qui vont nous présenter les résultats de cette étude. Cela se regroupe en 4 grands points, à savoir la participation des femmes handicapées, l'activité économique et entrepreneuriat, droits humains et VBG, et enfin l'accès aux services. Donc, restons câblés pour pouvoir avoir des détails sur ces résultats. Alors, Dame Claudia. Alors, c'est Dame Alida maintenant là qui va commencer. Ah oui, en premier, nous aurons Dame Alida, oui. Dame Alida. Oui. Dites-nous, selon votre étude, quelle est la volonté manifeste des femmes handicapées à la participation communautaire? Ah oui, oui. Merci beaucoup, Madame Mylène. Ça sort toujours dans mes oreilles. Je suis Alida Dako, assistante sociale de formation. Concernant la participation à la vie de la communauté, on note une forte volonté de participation, mais cette volonté est confrontée à d'énormes difficultés. La grande majorité des répondantes handicapées physiques ont exprimé une participation forte, en soulignant l'importance de leur volonté propre plutôt que d'une participation par obligation. Elles nous le disent en ce thème.
Je participe à toutes les activités pourvu que je le veuille. Si je ne veux pas, c'est autre chose. L'autre moitié des répondants handicapés visuels déclarent être impliqués dans les activités communautaires, principalement à la vie religieuse et sportive, c'est-à-dire des sports adaptés. Elles toutes pensent que c'est important et c'est pour se distraire. Elles nous le disent en ces termes. Je participe aux activités de retrouvailles. J'enseigne aux enfants à l'école du dimanche. Et dans la communauté, je suis trésorière pour le groupe des femmes de l'Église. Je suis dans l'association sportive des aveugles du Bénin, ASAB. Elle souligne qu'il s'agit d'une source d'appartenance, de soutien et d'épanouissement personnel. Je participe à des groupes de prière à l'église. J'aime danser, chanter. Elles savent qu'en faisant partie de ces groupes, c'est pour leur autonomisation et indépendance. Et elles disent également que ce n'est pas tous les jours qu'il faille rester dans son coin, toujours sérieuse. Il faut aussi se distraire de temps en temps. D'autres encore nous expliquent, en l'occurrence les femmes handicapées auditives, que c'est seulement avec ceux qui comprennent la langue des signes qu'elles arrivent à faire de petites activités. Par exemple, la traduction biblique en langue des signes et aussi l'enseignement au primaire. Mais cette volonté est confrontée à d'énormes obstacles, en l'occurrence la mobilité et l'accessibilité. Les difficultés d'organisation des déplacements est un véritable obstacle pour ces femmes. Une répondante a mis en lumière les contraintes liées à l'organisation de ces déplacements du fait de son handicap qui l'empêche de pouvoir répondre aux sollicitations faites tardivement. Oui, je suis parfois exclue. Ce sont les réunions et les activités de dernière minute qui me bouleversent car je n'arrive pas à prévoir les aides nécessaires à mon déplacement. Donc, on voit bien que c'est le coût ou le besoin d'un guide qui constitue cette difficulté. Le manque d'information également est un frein majeur pour une partie des femmes handicapées visuelles. La mauvaise communication. Pour les femmes sourdes, la participation dépend de la patience de quelques-uns ou de leur capacité à verbaliser. L'absence de personnes formées à la langue de signes les exclut. Elle explique en ces termes. Non, je ne suis même pas informée des activités communautaires. Les barrières en termes de communication pour les femmes handicapées auditives sont là encore bien présentes. Une femme vivant en milieu urbain témoigne. Comme je parle un peu, ceux qui sont patients m'impliquent comme ils peuvent dans les activités de la communauté. Elle doit alors sa participation aux activités communautaires parce qu'elle arrive à verbaliser un temps soit peu. Ce qui peut signifier que celles qui n'arrivent pas à verbaliser sont le plus souvent exclues des activités communautaires en raison du manque de personnes formées à la langue des signes. L'importance des espaces sécurisants joue un rôle prépondérant également dans la vie, dans l'épanouissement des femmes handicapées auditives. On note un engagement réel des femmes handicapées pour défendre leurs droits. Les organisations spécialisées sont des lieux de protection et de liberté où le consentement est respecté. Si je dis « je ne veux pas », elles respectent mon choix, ce qui n'est pas garanti ailleurs. Ces centres permettent une participation authentique et digne et montrent l'importance des espaces sécurisants. Un élément particulièrement marquant des récits concerne le sentiment de sécurité et de respect du consentement dans certains espaces communautaires, notamment pour les femmes handicapées intellectuelles. Plusieurs témoignages soulignent combien le respect de la parole et du choix individuel
constitue un critère fondamental de participation. C'est bon de venir ici. Une participante inscrite au centre Chrysalide nous explique ses ressentis. Elle nous dit que les tatas ne la tapent pas. Si je dis je ne veux pas, elle respecte mon choix. Ce propos peut indiquer que ce respect n'est pas garanti dans tous les espaces de vie de ces femmes. Les organisations apparaissent alors comme des lieux de protection où les femmes peuvent s'exprimer, refuser, choisir sans violence ni contrainte. Cette dimension est essentielle pour comprendre l'importance de ces espaces dans les trajectoires de certaines femmes handicapées. La participation à la prise de décision au sein de la communauté dépend fortement de l'accès à l'information et de l'intérêt pour le sujet. La participation à la prise de décision au sein de la communauté, lorsqu'il s'agit des décisions prises au niveau communautaire, les réalités apparaissent contrastées. Certaines femmes expliquent participer lorsque l'information leur parvient et lorsqu'elles se sentent concernées par les sujets abordés. Nous avons des exemples. Je donne mon avis. Ils peuvent accepter ou refuser. Une autre participante encore nous dit, je fais comme tout le monde. Je donne mon avis quand le sujet m'intéresse. D'autres, en revanche, choisissent de rester en retrait, invoquant la discrétion ou le manque d'intérêt. Je ne vois pas l'importance. Chez les femmes handicapées auditives, la participation dépend par contre très largement de l'accès à l'information. Oui, je participe aux décisions qui sont prises du moment où je suis informée. Lorsque cette information fait défaut, leur rôle tend à rester marginal, voire symbolique. Pour les femmes handicapées intellectuelles, l'implication dans ces processus décisionnels est presque nulle, ce qui interroge sur les mécanismes d'exclusion et la sous-estimation persistante de leur capacité de contribution. Cette exclusion, si les femmes handicapées ne sont pas impliquées dans les prises de décision, c'est qu'elles sont exclues de la société et c'est la société elle-même qui contribue à cette exclusion. L'exclusion est perçue comme le résultat d'une mise à l'écart par la société et non d'un manque de capacité individuelle. Merci. Merci à vous, Dame Alida. Et dites-moi, à propos de la participation de ces femmes à la vie publique et politique, qu'en est-il à l'issue de votre étude? Merci, Madame Mylène. Concernant la participation à la vie publique et politique, on note un écart criant entre les droits formels au sein de l'article 29 de la CDPH et la réalité vécue en elle-même. Lorsque nous prenons la participation associative, on note un engagement réel des femmes handicapées pour défendre leurs droits et créer des réseaux de solidarité. Une forte adhésion aux organisations de personnes handicapées, perçues comme des espaces de soutien, d'apprentissage et de reconnaissance. Les formations, le partage d'expériences et la défense des droits reviennent de manière récurrente dans les témoignages. Je suis membre de plusieurs organisations de femmes handicapées. Je suis membre de l'Association des femmes sourdes au Bénin. C'est important pour moi car par là, je peux être reconnue dans la société en tant que personne handicapée auditive. Et aussi, cette association peut me défendre un jour. Une autre encore nous dit, je suis aussi membre de l'Organisation des femmes aveugles du Bénin pour augmenter ma confiance en mes capacités. Pour certaines, l'accessibilité de la communication est un facteur déterminant dans leur engagement. Je suis membre de la mission évangélique des sourds. Dans ce groupe, la communication
mais très facile. Ce témoignage met en évidence l'importance d'espaces pensés par et pour les personnes handicapées où les barrières habituelles à la participation sont levées. Quelques femmes, par contre, expliquent clairement leur choix de ne intégrer aucun groupe, souvent pour préserver leur tranquillité ou éviter les conflits. Elle nous l'explique en ces termes. Je n'aime pas trop d'histoire. Dieu me voit et ça va. Je n'aime pas intégrer des groupes. Ce type de propos montre que la non-participation peut relever d'un choix personnel assumé et non uniquement d'une exclusion subie. L'accès aux postes de responsabilité au sein de ces organisations reste très limité. Les femmes handicapées sont souvent cantonnées à des niveaux intermédiaires sans pouvoir de décision, y compris dans les espaces censés être inclusifs pour elles. Les récits montrent qu'elles occupent rarement des rôles de premier plan lorsqu'il s'agit d'organisations mixtes de personnes handicapées ou de femmes. Cette situation traduit une forme de plafond de verre au sein même des espaces censés être plus inclusifs que la moyenne. Cette marginalisation dans les instances dirigeantes est perçue comme un frein à leur visibilité et à leur capacité à faire entendre leurs priorités. On note également des motivations diverses. L'engagement répond à des besoins concrets, formation, entraide économique et au besoin vital de créer un lien social. Les groupements professionnels, notamment de commerçants ou d'artisans, sont parfois investis dans des raisons très concrètes liées à la formation, à l'entraide économique ou à des parcours académiques. Je suis membre d'un groupe de femmes artisanes. Là, je suis épanouie. Hors de ma communauté, je ne suis pas à mon aise. Une autre encore, je suis membre du réseau H-Asuka, le réseau de Deji, pour promouvoir les femmes handicapées entrepreneuses du Bénin. C'est important car je n'avais pas de groupe accessible à moi. À l'inverse, certaines femmes expliquent leur absence d'engagement par un manque de temps ou par le souci de ne pas s'engager sans pouvoir participer pleinement. Le taux de participation par rapport à la participation à la vie électorale, notamment le vote, au droit de vote, à travers les témoignages, on met en lumière un écart important entre la reconnaissance formelle du droit de vote et son exercice effectif. Les témoignages font ressortir une participation électorale globalement faible, mais rarement liée à un désintérêt total. On note un taux de participation assez faible. 61% des femmes interrogées n'ont jamais voté de leur vie. Loin d'être un désintéressement, l'abstention apparaît davantage comme le résultat d'un enchevêtrement de barrières informationnelles, communicationnelles, sociales et institutionnelles, plutôt que comme un refus volontaire et éclairé de l'acte civique. Pour beaucoup de femmes, le premier obstacle rencontré est le manque d'informations accessibles et compréhensibles. Les causes profondes sont l'information qui est inaccessible, les modalités pratiques comme comment ou aller voter, avec quel document et le sens du vote sont mal compris, même par les femmes instruites. Ce manque d'information est la première barrière. Beaucoup ignorent qu'elles peuvent voter avec une simple pièce d'identité ou ne savent pas où se rendre. Une d'entre elles nous dit, avant, je n'avais pas assez d'informations sur comment voter. C'est ici que j'apprends que je pourrais le faire. Donc, la prochaine fois, j'irai voter. Merci beaucoup, chère Alida. Merci beaucoup pour cette intervention. On va devoir la conclure. Je te laisse le mot de la fin avant que Mylène ne puisse transmettre la parole. Merci. OK, merci beaucoup.
On note des expériences des femmes que lorsque l'information est inaccessible, les conditions ne sont pas réunies pour les femmes handicapées pour exercer pleinement leurs droits. La participation des femmes handicapées au Bénin est un processus dynamique, mais profondément inégalitaire. Si elles ont une forte volonté et une capacité d'action existante, il y a des barrières dans la sphère de la vie communautaire ou dans la participation à la vie politique qui ne s'adaptent pas pleinement à leurs besoins. Merci. Merci beaucoup, Dame Alida. Je vois que il y a eu de riches informations reçues et nous allons passer à une autre présentatrice pour nous parler des droits des personnes handicapées. Depuis plus d'une décennie, il y a eu beaucoup d'avancées en matière juridique, aussi bien sur le plan national qu'international, en faveur des personnes handicapées. Et est-ce que, selon vous, selon les recherches sur le terrain, pourriez-vous nous dire, Dame Claudia, si les personnes handicapées, notamment les femmes handicapées qui constituent la cible de notre étude, connaissent leurs droits? Si oui, comment? Sinon, quelles en sont les limites? Merci, Dame Claudia. Merci beaucoup, Madame Mylène. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, c'est Claudia aussi. Je suis la responsable chargée de communication au sein de l'ONG DEJI. En ce qui concerne les droits humains, l'étude met en évidence une connaissance encore limitée des droits humains chez les femmes handicapées, notamment en ce qui concerne les recours juridiques disponibles. Malgré l'existence d'un cadre légal favorable, l'accès à l'information accessible reste insuffisant du moins, ce qui limite l'exercice effectif des droits. Des disparités importantes apparaissent selon le type de handicap. Les femmes sourdes disposent d'un accès variable à l'information. Par exemple, l'une d'elles dit, je cite, « Je ne connais pas ». Dans le même temps, une autre dit, je cite, « Droit de se faire aider, non discriminé » lorsqu'on leur pose la question de savoir si elles ont des connaissances sur leurs droits. Tandis que celles présentant une déficience intellectuelle manifestent une méconnaissance du moins plus marquée des droits. Par exemple, une enquêtée nous dit, « J'ai le droit de manger. Les lois sont beaucoup dans le pays et maman dit. » Pour elle, c'est que en matière de droit, elle ne connaît rien. Si sa maman ne dit pas qu'il y a de droit, c'est qu'elle-même, elle n'est pas au courant qu'il y a vraiment de droits existants pouvant la protéger. En ce qui concerne les femmes aveugles semblent parfois mieux informées, bien qu'il y ait des lacunes qui persistent. Une seule d'entre elles a pu citer la loi numéro 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées en République du Bénin. Les autres ont été très basiques en ce qui concerne les droits. Maintenant, en ce qui concerne les femmes handicapées physiques, elles ne sont pas assez informées. Elles ont des réponses peu convaincantes comme une qui nous dit, je cite, « Je sais que la femme a le droit d'être protégée. » Donc, en général, en ce qui nous concerne,
pour retenir en ce qui concerne la connaissance des droits des femmes handicapées sur leurs droits. Les femmes handicapées ont des connaissances très variées en ce qui concerne leurs droits et ce qui les expose à beaucoup de violences. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dame Claudia. Dites-moi, par rapport à la question des violences basées sur le genre, quelles sont leurs perceptions? Alors, en ce qui concerne les violences basées sur le genre, les violences basées sur le genre constituent une réalité significative. Les participantes évoquent des violences physiques, sexuelles, psychologiques et économiques dans la sphère familiale, communautaire et publique, souvent aggravées par la stigmatisation liée au handicap. Plusieurs obstacles limitent le signalement et la prise en charge des violences. On a notamment la dépendance économique, les pressions familiales, les difficultés de communication, d'accessibilité et insuffisance des services et éloignement des structures d'accompagnement. Donc, en ce qui concerne les violences, elles subissent beaucoup de violences. Il y a également les violences environnementales qui ne sont pas aussi citées, mais elles disent, je cite, il y a une qui dit, quand moi je passe dans la rue, tout le monde me regarde comme si je suis quelqu'un de différent ou je suis une personne vulnérable qui a forcément besoin d'être accompagnée tout le temps. Il faut noter à ce niveau que on lie l'handicap à la vulnérabilité, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est ce que je peux proposer, je peux vous dire en ce qui concerne les violences basées sur le genre, en attendant que vous ayez plus d'informations dans la lecture du rapport. Maintenant, Super, merci. des pistes d'action. Oui. Maintenant, des pistes d'action qui ont Oui, été nous vous suivons. identifiées. Oui. On peut inclure le renforcement de la sensibilisation accessible aux droits, l'application effective des lois existantes, le développement de services inclusifs et l'autonomisation accrue des femmes handicapées. Ces quelques pistes pourront nous aider à avoir plus de femmes impliquées et plus de femmes qui ont plus de connaissances sur leurs droits. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci. Chers participantes et participants, une fois encore, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez déjà laisser vos commentaires ou questions dans le chat de Zoom, car tout à l'heure, nous allons passer à la séance de questions-réponses. Mais en attendant, nous avons encore 2 points à développer. Les femmes handicapées ont le droit de gagner elles-mêmes leur propre argent en travaillant. Dites-moi, Dame Alida, qu'en est-il de l'activité et de la mise en œuvre de l'activité économique ou de l'entrepreneuriat chez les femmes handicapées? Excusez-moi pour l'intervention. On me dit dans l'oreillette que Madame Canaquin est connectée. Donc, tu vas pouvoir lui passer la parole, chère Mylène. Donc, je te laisse. D'accord, super. Comme ça, nous profitons. D'accord, d'accord. Une petite prise de recul Oui, ça marche. avant la suite de la présentation des résultats. Merci. Merci. Alors, une fois encore, j'aimerais vous laisser écouter une dame, une figure très remarquable en matière du genre et de l'inclusion en République du Bénin, qui est notre marraine pour cet événement. Il s'agit bien sûr de la chargée
du programme genre, inclusion et VIH au niveau du PNUD. Répondant au nom de Madame Joséphine Canaquin pour nous parler du contexte global du genre et de l'inclusion et nous situer un peu dans l'étude, cette présente étude dans ce contexte. Je vous remercie. Madame Canaquin, vous avez la parole. Bonjour à vous, vous me recevez? Oui, nous vous recevons. Bonjour à toutes et à tous. J'étais là, ça fait déjà au moins 40 minutes. Ah, Ah, bon, j'avais pris l'engagement pour vite intervenir et repartir parce que j'ai deux engagements qui m'attendent. Mais j'ai Excusez-moi, constaté que vous excusez-moi de vous avez... couper. Madame Canaquin, pourriez-vous activer votre webcam, Madame s'il vous plaît? Canaquin, pourriez-vous activer? Madame Canaquin. Pardon? Pourriez-vous activer votre caméra, s'il vous plaît, pour que les participants et participantes puissent vous voir plus facilement? Merci beaucoup. C'est fait, vous me voyez? Très bien, je oui, vous remercie. merci beaucoup. Ok, je ne sais pas quel temps vous m'accordez maintenant parce que Vous avez 10 minutes, oui, madame. je devais présenter le contexte général, c'est ça. Oui, Ok, sans tarder, je voudrais vraiment vous féliciter pour l'initiative et vous encourager à aller encore plus loin. Je dirais le contexte merci. genre et l'inclusion sociale au Bénin. Pour synthèse, pouvons retenir que le Bénin a accompli quand même des avancées ces dernières années, des avancées significatives en matière de promotion de genre et de l'inclusion sociale. Et ces progrès s'inscrivent dans un cadre juridique, bien aussi programmatique et institutionnel. Et ces avancées sont bien alignées sur les engagements internationaux, notamment les objectifs du développement, les ODD et aussi tous les tests relatifs à l'égalité entre les sexes. Donc, au point de vue juridique et institutionnel, nous pouvons dire que la situation des gens ici, au plan politique, il y a l'application de la loi, l'application de la constitution béninoise qui a été révisée en 2019, qui a accordé les mesures spécifiques à la participation politique des femmes et le code électoral qu'il a entériné. Ça fait qu'aujourd'hui, nous avons quand même un cadre politique qui favorise la participation au haut niveau dans les instances de décision, tout au moins dans le Parlement. Les femmes ont des places réservées, ont des sièges réservés. Aussi, comme avancé au niveau autonomisation économique, les femmes représentent une part importante dans le secteur commerce, agriculture, transformation agroalimentaire. Nous voyons qu'il y a ces actions qui sont de plus en plus renforcées. Cependant, il y a des limites quant à l'accès au financement, l'accès des femmes au financement, quant à l'accès à la propriété foncière qui demeure majoritairement masculine. On note également qu'il y a beaucoup d'écarts qui persistent en matière d'égalité de genre. Si nous abordons le secteur éducation, les écarts de scolarité primaire sont réduits, mais on note quand même des disparités encore au niveau
de l'enseignement secondaire. À ce niveau, et on note beaucoup d'abandon scolaire des filles. Quand je parle de filles, je parle de façon globale. Je ne parle pas encore de personnes handicapées. C'est de façon globale le contexte par rapport aux gens. On a quand même d'amélioration par rapport à la scolarisation au niveau primaire, mais au niveau secondaire, il y a toujours décalage, il y a beaucoup d'abandon scolaire, donc il y a encore des défis à ce niveau. Il y a encore comme défi les mariages précoces qui influencent le trajectoire éducatif des adolescentes. On note également les violences basées sur le genre, les violences domestiques, le harcèlement et certaines pratiques traditionnelles néfastes qui continuent encore à menacer l'égalité de genre, qui constituent des défis majeurs malgré le renforcement du cadre légal et tout ce qui est mis en place par toutes les parties prenantes. Quand nous abordons l'inclusion sociale, ici, nous prenons l'inclusion dépasse la seule dimension de genre. L'inclusion sociale concerne les personnes en situation de handicap et l'inclusion sociale peut aussi concerner les jeunes sans emploi. L'inclusion sociale peut aussi concerner les populations rurales, souvent éloignées des services sociaux, où ce sont des femmes chefs de ménage en situation de précarité. Voilà l'ensemble d'acteurs, de cibles que nous pouvons, sur lesquels on peut travailler pour intégrer et parler de l'inclusion sociale. Mais ici, je vais prendre en compte l'inclusion sociale par rapport aux personnes handicapées seulement et présenter le contexte entre genre et le handicap au Bénin. Au Bénin, quand nous prenons le cadre juridique et institutionnel, ce cadre est en consolidation. Nous n'allons pas nous mentir par rapport aux personnes handicapées. Le cadre juridique sur le handicap au Bénin est très fourni et marque l'intérêt de l'État pour la promotion, la protection et l'exercice de recours concernant les droits des personnes handicapées. Depuis l'avènement du renouveau, le Bénin est partie prenante et de la plupart des conventions relatives aux droits de l'homme de façon globale. Et donc, au Bénin, nous avons beaucoup de textes internationaux ratifiés et en dehors de ces textes, il y a la loi prise en 2017 et tous ces décrets qui ont suivi. Donc, son cadre légal juridique est bien fourni. Maintenant, quand nous prenons le cadre institutionnel de mise en œuvre, il y a un cadre bien en place pour assurer l'égalité et la non-discrimination, coordonner la mise en œuvre des instruments internationaux. Donc, nous pouvons citer comme cadre institutionnel mis en place, il y a un comité national de suivi de l'application de tous les instruments internationaux en matière de droits de l'homme. Il y a un observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Nous avons également une direction en charge des personnes handicapées à ce même ministère. Il y a une unité de gestion pour la réadaptation à base communautaire chargée de la rééducation fonctionnelle des personnes handicapées. Nous pouvons aussi également citer la Commission béninoise des droits de l'homme, qui est effective au Bénin, qui devait s'occuper de toutes ces préoccupations-là. Donc, au Bénin, la question du genre et du handicap s'inscrit dans une dynamique de réforme progressive du cadre normatif et institutionnel. Et maintenant, quand nous prenons le cadre programmatique, nous pouvons aussi énumérer beaucoup d'actions qui sont en cours, qui ont été prises ou qui sont encore en cours. Je peux citer les différents programmes d'action du gouvernement actuel. Il y a eu PAG1, PAG2 qui ont intégré quand même des actions, des politiques publiques qui devaient intégrer, prendre en compte les besoins spécifiques des personnes handicapées. Le programme
d'inclusion sociale sont mises en œuvre à travers l'appui aux organisations des personnes handicapées, les formations professionnelles adaptées. Nous avons les institutions, les agents des systèmes des Nations Unies qui initient des programmes, des projets qui renforcent la protection des droits des personnes handicapées. Aussi d'autres partenaires techniques et financiers tels que Handicap International qui œuvrent dans ce sens, dans beaucoup de programmes sont initiés pour encourager, protéger les droits des personnes handicapées. Dans ce contexte, nous pouvons dire en bref que en dépit de l'adhésion du Bénin à plusieurs traités protégeant les personnes handicapées, tout ce que je viens de citer comme tests juridiques, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, en ses articles 1, 2, 7 et 25 qui stipulent que tous les êtres humains naissent libres et égaux en liberté, en dignité et en droit. Chacun peut se prévaloir de tous les droits, de toutes les libertés sans distinction aucune. Tous, tous sont égaux devant la loi. Tous ont droit à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale sans discrimination et contre les provocations à une telle discrimination. Ce que dit la Déclaration universelle des droits de l'homme que je viens de citer. À cela s'ajoute la Convention relative aux droits des personnes handicapées, quant à qui et non annonce que les personnes handicapées ont droit à un plein accès et à une égale jouissance effective de tous les droits de l'homme. Mais depuis la ratification de cette convention au Bénin depuis 2011, la question des personnes handicapées reste encore d'actualité. La protection de leurs droits demeure intacte, une préoccupation intacte. Donc, malgré tous ces tests, le tableau de vulnérabilité des femmes en situation de handicap demeure préoccupant. Les politiques sectorielles, la mise en œuvre de ces politiques reste encore un défi. La production des données désagrégées demeure encore limitée. En conclusion, pour dire que malgré ces avancées programmatiques et institutionnelles, plusieurs défis persistent. Il y a l'accès limité à l'éducation inclusive, surtout pour les filles handicapées, difficulté d'accès aux soins de santé, notamment en santé sexuelle et reproductive, exposition accrue aux violences basées sur le genre, la faible accès à l'emploi formel et au financement productif, la stigmatisation socio-culturelle persistante. Donc, au Bénin, la question du genre et du handicap ne peut être traitée de manière sectorielle. Elle appelle à une approche intersectionnelle qui reconnaît la multiplicité des vulnérabilités et vise une transformation structurelle des normes sociales, économiques et institutionnelles. L'enjeu fondamental ici est très clair. Il faut faire en sorte que les femmes et les filles en situation de handicap ne soient pas seulement protégées, mais qu'elles soient pleinement actrices du développement national. Parce qu'on a toujours travaillé pour les protéger, mais sont-elles déjà actrices ou toutes les personnes handicapées sont acteurs ou actrices du développement national? C'est cette question qu'on doit se poser. Et je suis ravie et très satisfaite de voir cette initiative réalisée par vos deux ONG qui permettent de jouer pleinement votre rôle d'actrice du développement national. Parce qu'en réalisant cette étude diagnostique sur la situation actuelle des femmes et filles handicapées, c'est un appel que vous lancez.
Et sur ça, on devait vous encourager parce que c'est de la matière qui doit nous donner la réflexion à toutes les parties prenantes, que ce soit gouvernement, les institutions étatiques et les partenaires de développement, à réfléchir sur vraiment quelles sont les avancées réelles, malgré tout le contexte, malgré tous les efforts que nous fournissons, sur quoi nous avançons concrètement. Donc, c'est ce que moi j'ai à vous présenter. J'ai lu le document. Je trouve que c'est un bon départ que j'ai apprécié, mais j'ai fait quelques commentaires. Si j'ai encore quelques minutes, je peux vous donner mes commentaires sur votre document que j'ai lu. J'ai pris le temps pour lire et donner mes observations sur le document pour son amélioration et son enrichissement. Merci beaucoup, Madame la modératrice. Si je veux Me- donner encore quelques minutes, me- je me- peux faire mes observations. Merci beaucoup à vous. Merci une fois encore. Merci à vous, chère marraine. Euh, Par rapport à votre dernier point, si vous le Oui. permettez, si possible, vous allez nous envoyer cela par mail, ces observations. Ça pourrait nous aider à gagner un peu en matière de temps, si vous le permettez. D'accord, comme vous voudrez, Nous je pourrais vous retenons, envoyer. d'accord, voilà, voilà. Donc, nous retenons vraiment de votre intervention que les femmes handicapées ne sont pas uniquement à être protégées, mais à être de véritables actrices de développement. Sincère Oui. merci à vous pour ces riches partages. Mesdames et messieurs, chers participants et participantes, n'hésitez pas à laisser vos commentaires et questions dans le chat de Zoom. Si vous le permettez, nous allons poursuivre cet événement inclusif en invitant, bien sûr, Dame Alida à nous parler de l'état actuel des activités, de la mise en œuvre des activités économiques et entrepreneuriales chez les femmes handicapées. Merci. Merci, Madame Millet. Concernant la vie économique des femmes handicapées, on note une forte volonté de leur part, mais cette volonté est souvent confrontée à certaines limites. Il y a souvent un accès inégal et précaire aux revenus. L'insertion économique varie fortement également selon le type du handicap et le lieu de vie de ces femmes. Pour les femmes portant un handicap visuel et moteur, elles ont souvent accès au petit commerce informel ou parfois même à la fonction publique où elles sont souvent des enseignantes. Pour les femmes portant un handicap intellectuel, elles apparaissent particulièrement marginalisées sur le plan économique, avec une forte proportion déclarant ne pas disposer de revenus propres à elles. Par rapport aux femmes portant un handicap auditif, elles occupent une position intermédiaire caractérisée par des possibilités d'insertion économique réelles, mais très fragilisées. Ces écarts montrent que le type de handicap combiné à d'autres facteurs sociaux influence fortement l'accès à l'autonomie économique des personnes portant un handicap intellectuel et de certaines personnes portant un handicap sensoriel. La position Excusez-moi, géographique. modératrice, je pourrais me retirer. Oui. Je vais me retirer, s'il vous plaît. Oh, Il y a vraiment. des questions pour moi. Nous allons vérifier dans le chat. Axence, si tu le permets. Oui, alors effectivement, il y a essentiellement des mots de remerciement à l'intention de Madame Canaquin
pour son intervention qui était vraiment importante pour nous apporter un contexte et le contexte en particulier de cette étude. Donc voilà, ce sont vraiment des remerciements une nouvelle fois. OK. OK. Merci Donc, beaucoup, Axence. Une fois encore, soyez remerciés, soyez fortement remerciés. Cela démontre de votre attachement aux gens, à l'inclusion et au handicap. Merci, merci une fois encore à vous, merci Madame à vous Kanakin. tous, On à ne vous tous. s'arrête pas là, on va pas s'arrêter en ce bon chemin. Avec vous, nous aurons à faire beaucoup d'autres actions. Nous vous remercions. D'accord, je vous transmets mon document et surtout mes commentaires sur votre rapport. C'est important. Une fois encore, je vous félicite et je vous encourage Merci à beaucoup. continuer. Et bonne continuation. À bientôt. Super, merci à vous et bonne suite de journée. Merci. Merci. Alors, je retourne la parole à Alida, Dame Alida qui intervenait par rapport à l'aspect économique. Voilà. Merci, Madame Mylène. Je disais également que la position géographique joue également un très grand rôle dans l'autonomisation des femmes handicapées. Celles vivant en milieu urbain ont plus une chance, une opportunité, alors que les femmes des zones rurales subissent un cumul de désavantages, les rendant plus dépendantes à la solidarité familiale. Les femmes vivant dans ces zones expliquent dépendre davantage du soutien de leur famille ou de la solidarité communautaire. Ces réalités illustrent le cumul des désavantages, handicap, pauvreté structurelle et rareté des opportunités économiques, renforçant la dépendance financière des femmes handicapées en milieu rural. Les revenus insuffisants et une autonomie limitée. La majorité des activités qu'on a recensées auprès de ces femmes relèvent du secteur informel, à savoir, c'est des petits commerces où elles sont artisanes. Pour celles qui travaillent, c'est-à-dire les femmes instruites, la précarité reste la norme. Une seule a pu déclarer avoir gagné environ 100 000 francs CFA le mois précédent l'enquête. Le reste des enquêtés ont des faibles revenus. Les montants tournent souvent autour de 40 000 francs CFA ou moins. Ces revenus sont rarement suffisants pour couvrir les besoins essentiels. Parmi les femmes qui gagnent leur propre argent, les revenus mensuels restent globalement faibles et rarement suffisants pour couvrir les besoins de base. Une enquêtrice répond: ce qui est négatif et qui complique ma situation économique, c'est que dès que je réalise un petit bénéfice, il est aussitôt dépensé. Je n'ai pas de fonds de commerce, ce qui m'empêche de faire des transactions. J'ai aussi une sœur et ses enfants à ma charge, ce qui réduit mes ressources. On voit clairement des obstacles à leur situation financière. La situation est vraiment très difficile sur le plan financier. Le caractère également informel et saisonnier des activités qu'elles mènent les empêche d'avoir une sécurité financière durable. Même chez les femmes disposant d'un niveau d'instruction plus élevé, la qualification ne garantit pas toujours une sécurité financière. Une femme institutrice nous explique: le mois dernier, je n'ai rien gagné parce que je suis en vacances. Cette situation montre que le fait d'exercer une activité économique ne se traduit pas automatiquement par une autonomie financière durable. Avoir un revenu ne signifie pas toujours en disposer librement également. Nous avons également des obstacles structurels à la pérennité de leur initiative. Les femmes handicapées font face à des barrières systémiques qui entravent la suivi et freinent le développement de leur activité.
Sur le plan financier, on note un accès quasi impossible au microcrédit avec des obstacles majeurs comme des préjugés. Le taux de femmes handicapées réussissent à obtenir des microcrédits en raison des préjugés persistants et des conditions jugées inaccessibles. Même auprès des institutions de microfinance, elles sont jugées non éligibles. L'inaccessibilité aux ressources est réelle. À cause de leur genre et du handicap, automatiquement, elles sont perçues comme insolvables. Certaines se tournent alors vers des associations, leurs familles ou des dispositifs publics qui restent peu connus et difficiles d'accès à cause de la lourdeur des formalités. Il s'agit par exemple des subventions non remboursables pilotées par le ministère de l'Action sociale et de la solidarité. Le manque de formation et l'inaccessibilité physique également des lieux de travail et l'essor des outils numériques est une véritable difficulté pour ces femmes également. L'une d'elles résume la situation en disant: les freins sont le manque de formation et d'information et le manque de ressources financières. L'inaccessibilité physique du milieu et l'inaccessibilité des outils numériques. Il faut donc qu'elles se font former ou que le lieu de travail soit plus accessible pour elles. Elles ont également des difficultés à fidéliser leur clientèle en raison des préjugés. Une femme insiste sur la difficulté à fidéliser sa clientèle et sur la pression financière. Les femmes handicapées osent vraiment, mais les gens n'aiment pas aller vers elles pour acheter. Si elles n'ont pas de clientèle, l'activité ne peut durer. On note également des barrières sociales. Peu de femmes handicapées parviennent à maintenir et développer une activité économique sur la durée. Les causes évoquées sont nombreuses. Il y a la concurrence déloyale, les préjugés de la clientèle qui hésitent parfois à acheter auprès de personnes handicapées et la vente à crédit qui est récurrente, la faiblesse du capital parce qu'elles n'ont pas un montant conséquent avant de commencer leur activité et les stratégies de suivi et multiplication des petits revenus face à l'insuffisance ou à l'absence de revenus de nombreuses femmes. De nombreuses femmes développent des stratégies de suivi reposant sur plusieurs sources souvent fragiles. Enfin, même lorsque les femmes gagnent leur propre argent, leur autonomie financière reste souvent incomplète. Plusieurs expliquent ne pas décider seules de l'utilisation de leurs revenus, cette responsabilité revenant parfois à leur conjoint, à un parent ou à un tuteur. Cette situation, en l'occurrence, concerne plus les femmes qui sont peu instruites. Pourtant, les témoignages recueillis auprès de certaines montrent aussi une forte capacité d'initiative et une réelle volonté de contribuer aux revenus du ménage. Beaucoup de femmes cherchent à s'affirmer comme des actrices économiques à part entière. Elles nous le disent en ces thèmes. C'est important de gagner mon propre argent parce qu'il ne faut pas dépendre uniquement d'une autre personne. Nous avons des besoins et quand nous avons une entrée d'argent, ça facilite beaucoup de choses et on est épanoui. En plus de la couture que je fais, je vends charbon. Elles mènent beaucoup d'activités. Elles sont capables de mener un certain nombre d'activités. C'est le capital ou les obstacles qui constituent le frein. Quand l'homme sort de l'argent, il faut que nous-mêmes... Excuse-moi, un exemple pour finir l'intervention, s'il te plaît, en matière de l'économie des femmes handicapées. Merci pour la compréhension. Nous pouvons dire que les femmes handicapées entreprennent, négocient beaucoup et arrivent à s'adapter lors des situations, lorsque les situations surviennent.
Elles tentent de sécuriser leur avenir et celui de leur famille dans un environnement encore largement défavorable. Elles entreprennent, négocient au sein du couple également et donnent leur avis, malgré que l'environnement n'est pas toujours hostile à elles. Merci. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, Dame Alida. Chers participantes et participants, merci de rester toujours en notre compagnie. Nous avons notre dernier point de présentation des résultats, bien sûr, à vous donner avant la partie réponse aux questions. Mais après ça, il y aura aussi de très belles surprises. Donc, restez câblés. N'oubliez pas de laisser vos commentaires et questions déjà dans le chat de Zoom. Alors, sans plus tarder, les femmes handicapées sont des citoyennes à part entière et doivent jouir également des services publics ou des services en général dans leur communauté. Dame Estelle, dites-moi, qu'en est-il à l'issue de votre étude de l'accès aux services publics des femmes handicapées? Merci. Ok, merci Mylène. Bonjour, chers participants. À l'issue de ce travail, nous avons 3 dimensions qui sont examinées, notamment l'accès aux services de santé, à l'éducation et à l'alphabétisation, ainsi qu'à la formation professionnelle. Et je suis Estelle Roussou. J'ai une formation en accompagnement psychosocial et également je suis une praticienne de formation. Alors, les résultats mettent en évidence des obstacles persistants, mais aussi certaines dynamiques d'inclusion lorsque des mesures adaptées existent. Accès aux soins de santé, y compris la santé sexuelle et reproductive. L'accès aux soins de santé demeure marqué par des difficultés multiples. Problèmes de communication pour les femmes sourdes. Absence d'informations accessibles pour les femmes aveugles. Infrastructures inadaptées pour les femmes à mobilité réduite. Et manque d'explications adaptées pour les femmes ayant un handicap intellectuel. Au-delà des difficultés spécifiques, un élément commun revient dans les récits. Le faible pouvoir économique limite l'accès aux soins. Plusieurs femmes expliquent que le coût des prestataires combiné à l'absence de ressources propres les empêche de se faire soigner régulièrement. C'est le cas de ces femmes qui affirment: même quand je dis maintenant que je vais à l'hôpital, il faut que mes sœurs décident pour que je puisse
y aller car je n'ai pas d'argent pour régler les soins. Un autre problème identifié concerne l'accueil et l'écoute des participantes handicapées. Certaines femmes rapportent que les agents de santé s'adressent d'abord à l'accompagnant plutôt qu'à la personne handicapée elle-même, ce qui porte atteinte à leur dignité et à leur autonomie. Très souvent, à l'hôpital, les agents posent uniquement des questions aux parents qui m'accompagnent alors que je m'exprime bien. Cependant, il y a des points positifs. Quand on se rend compte que tu es une femme handicapée, on me reçoit en priorité. Dans l'hôpital où je vais, je n'ai pas de soucis. S'agissant de la santé sexuelle et reproductive, plus de la moitié des enquêtés connaissent les méthodes de planification familiale. Cependant, celles qui ont utilisé ces services dénoncent parfois un accueil froid ou discriminant. L'agent qui m'a reçu était un peu froide envers moi. C'est comme si je n'étais pas à ma place. Voilà, c'est le point sur l'accès au service de santé. J'avais 10 minutes. Je ne sais pas si je peux encore en bénéficier, sinon que je viens de faire 8 minutes. Là, on est parfaitement dans le timing. Donc, merci beaucoup. Voilà. Estelle. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à Estelle pour cette belle présentation. Vous aurez remarqué, là où elle disait je, ce n'était pas Estelle qui parlait, mais plutôt à travers les verbatims de l'étude, recueillis lors de l'étude. Merci beaucoup. Le moment attendu est là. Nous sommes à présent pour recueillir des questions et à y porter des réponses. Chers panélistes, chères présentatrices, j'espère que vous êtes prêtes. Alors, nous avons déjà une première question dans le chat qui peut être dirigée peut-être à Olga. Donc, Olga, le temps que tu puisses rejoindre le micro, je vais lire à haute voix la question, à moins que Anne-Colette Aguémon souhaite prendre la parole directement pour poser sa question. N'hésitez pas, si vous souhaitez, à allumer votre micro et votre webcam, pardon, et vous êtes la bienvenue. Alors, Madame Anne-Colette, est-ce que vous souhaitez poser votre question directement?
Alors, allez-y, du coup, on vous laisse la parole. N'hésitez pas à allumer votre webcam si vous le souhaitez. Allez-y, la parole est à vous. Oui, Madame Anne-Colette, vous nous recevez. Vous pouvez directement exposer vos préoccupations. Alors, c'est pas grave, je vais la lire directement. Donc, Madame Anne-Colette demande qu'est-ce qui a motivé la réalisation de ce rapport et quel vide cherche-t-il à combler dans les données déjà existantes? Ok, merci. Ah, Et voilà. merci à Madame Anne-Colette Aguebon. Et effectivement, notre source de motivation est partie de nos vécus et du constat sur le terrain. Et nous avons constaté le taux faible d'implication et de participation des femmes handicapées dans les domaines dont nous avons fait cas tout à l'heure. Et nous avons réfléchi qu'il faudrait que nous-mêmes, nous nous engageons à sortir des chiffres, à publier nos difficultés afin de faire des recommandations pour un environnement plus inclusif et, comment dirais-je, un engagement durable. Merci à vous. Merci à vous, Dame Olga. Autre intervention? Oui, tout à fait. Alors, on va maintenant passer la parole à Johanna qui souhaiterait intervenir et poser sa question. À moins que Madame Anne-Colette, vous souhaitiez réagir. Je vois que vous avez allumé le micro. Allez-y. Oui, justement. Merci à Madame Olga pour sa réponse. J'avais deux petites questions que je n'ai pas eu le temps d'inscrire dans le chat parce que je me suis prise un peu en retard. Je voulais profiter de l'opportunité du micro pour les introduire. D'accord, allez-y. La suite, c'est que je voulais savoir quelles sont les recommandations clés qui ont sanctionné cette étude et comment vous pensez, les deux organisations pensent s'approprier ce rapport pour renforcer leur plaidoyer et surtout, quelles sont les prochaines étapes après ce lancement pour garantir que ce rapport ne soit pas un de plus et laissé aux archives éventuellement. Et donc, l'autre point de ma réponse est de savoir si à partir de ce lancement, si quelque chose doit être fait à partir de demain maintenant, quelle serait cette chose-là selon vous, organisateurs? Merci. Mylène, si tu le permets. C'est moi. Oui, allez-y. OK. Merci, madame. Et en premier, comme action par rapport aux recommandations que nous aurons à publier tout à l'heure au cours de cette séance, nous allons d'abord vulgariser le rapport, partager le contenu à de façon large. Ensuite, prendre les recommandations et en faire des sujets de plaidoyer et d'action au niveau de chaque acteur ici énuméré. Je ne sais pas si un collègue a un apport. C'est bon? OK. Merci beaucoup à vous, Madame Olga. Si je comprends bien, Madame Anne Colette, elle disait que la partie recommandation tout à l'heure nous sera présentée. Après les échanges de questions-réponses, les recommandations liées à l'issue de l'étude seront présentées tout à l'heure. Et pour les actions à venir, notre première action, c'est de pouvoir disséminer le rapport et recueillir vos retours d'observation afin de pouvoir parfaire davantage ce rapport. Aussi, vous toutes et tous, vous allez
plus tard nous accompagner dans beaucoup d'autres actions telles que les plaidoyers, les sensibilisations et beaucoup d'autres choses. Merci. C'est beaucoup. Mylène? Oui. Madame Anne-Colette, vous êtes satisfaite ou nous avons oublié peut-être une partie de votre préoccupation? Je voudrais aussi saisir cette occasion pour remercier Madame Alcolette pour avoir accompagné notre organisation pendant le VLF, pour avoir porté nos voix avoir pris nos voix comme les sans-voix et les porter vers des instances au-delà de nos pays pour que nous rentrions dans nos droits et que nous puissions. Notre force aussi est partie de ces actions antérieures menées pour nous donner plus de voix, plus de paroles. C'est ça, quoi. Merci. Merci. Autre intervention? Alors, l'intervention suivante peut être celle de Johanna, qui souhaitait intervenir pour poser une question ou une remarque. Voilà. Merci, Axence. Bonjour à tous. Merci, Madame Mylène. Bonjour, et Johanna. félicitations pour la modération. Alors, Merci. moi, déjà, je tiens à féliciter toutes les organisations qui ont pris part aux travaux de ce rapport. Féliciter également l'accompagnement du projet MIO et de Humanité et Inclusion. Ma question va plutôt s'adresser aux deux organisations, parce qu'en réalité, la présentation de Madame Alida, elle m'a beaucoup touchée, parce qu'en réalité, nous, les organisations de femmes, parfois, nous ne percevons pas les besoins spécifiques qu'ont les femmes en situation de handicap jusqu'à un niveau d'inclusion financière. Et c'est surtout par méconnaissance. Donc, ma question est plutôt une demande adressée aux deux organisations. Je sais que dans les résultats clés, les recommandations que vous allez partager, il y aura certains points, mais si c'est possible également de capaciter les organisations féminines pour qu'elles puissent intégrer dans la mise en œuvre de leurs actions ces questions d'intersectionnalité à plusieurs niveaux. Parce qu'on a besoin de vos voix, mais également on a besoin de l'expertise pour pouvoir sur le terrain inclure davantage les femmes en situation de handicap, les rendre actrices du développement pour que ces recommandations clés-là soient des recommandations durables sur le terrain. Merci. Merci beaucoup, Madame Johanna. Merci. Je vois que c'est plutôt une suggestion que vous avez à l'endroit des deux organisations et non une question. Je vous remercie. Je pense que alors, vous avez pris bonne note, chers participants. Voilà. C'est ça. Et nous avons aussi une autre intervenante, enfin une autre participante, Grace Chala. La parole est à vous. Bonjour, chers toutes, bonjour chacune. Vraiment, merci aux femmes pour ce travail merveilleux réalisé. Et moi, j'aimerais demander, vu que moi, je suis à Porto-Novo et j'ai un cas de femme handicapée intellectuelle, donc j'aimerais demander s'il y a une structure particulière où elle peut être référée pour apprendre un métier ou s'épanouir, vu qu'elle est seule à la maison avec ses parents qui ont un certain âge et qui ont de plus en plus de difficultés dans sa gestion. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre préoccupation, Grace Chala. Alors, Dame Estelle, vous pouvez tenter une réponse.
Elle Et réside à Porto-Novo et elle a un enfant en situation de handicap intellectuel. Elle demande un centre de référence. Et notre réponse à sa question, c'est oui. Il y a déjà des centres de référence qui assistent ces personnes en situation de handicap intellectuel. Par exemple, la Chrysalide à Cotonou qui prend en charge ces personnes, leurs besoins spécifiques. Et nous pouvons aussi l'orienter vers les guichets uniques de protection sociale pour son enregistrement et elle pourra se rapprocher de nous pour plus d'orientation. Merci. Merci beaucoup à vous. Y a-t-il autre présentatrice qui voudrait ajouter un plus par rapport à la préoccupation de Madame? Oui, au fait, en dehors des GUPS, que je saisis l'occasion pour remercier pour leur accompagnement et aux côtés des personnes handicapées, des familles de personnes handicapées, il y a aussi un centre de prise en charge des personnes handicapées intellectuelles au niveau de Dangbo. Une fois au niveau de GUST, au niveau des GUST, au niveau du département, où en inbox, le contact pourra lui être donné pour qu'elle puisse contacter les responsables de ce centre de prise en charge au niveau de Dangbo. Merci. Super, merci beaucoup à vous, Madame Olga, pour ce plus. Je pense que Dangbo est un peu plus proche d'elle puisqu'elle vit à Porto-Novo et quand une bosse, il y a possibilité de donner le contact. J'espère que vous êtes satisfaite, Madame. Bon, je peux dire plus ou moins dans la mesure où je me suis renseignée auprès du centre de Dongbo et on me disait, vu qu'elle est assez âgée, elle a déjà la quarantaine, son âge ne lui permettait plus de bénéficier des activités de ce centre. Ah, on n'avait pas cet indicateur d'âge. Voilà. OK, c'est bien noté. Donc, en inbox, on pourrait mieux vous orienter. Merci. OK, merci. Alors, OK. nous avons Autre intervenant ou intervenante? Tout à fait. Nous allons donner la parole d'abord à Madame Myriam Daiso. Ensuite, la parole sera à Madame Ursule Adjou. Et ensuite, nous aurons deux autres questions qui sont en attente. Donc, Madame Myriam Daiso, la parole est à vous. D'accord. Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, je suis Myriam Regina Daiso, chargée de projet de la Chrysalide et également chargée de projet SPADRA pour Inclusion Afrique. Et ce projet vise à faire évoluer les droits des personnes handicapées, mais plus spécifiquement les femmes et les filles handicapées. Et on travaille sur les thématiques la protection sociale, l'éducation inclusive et l'accès à la justice. Je félicite les organisations qui ont fait ce travail et je pense qu'il est également important pour nous, en tant qu'association de personnes handicapées, de se rapprocher également des associations pour qu'elles puissent vraiment tenir compte des femmes handicapées lors de leur plaidoyer. Donc, il serait bien de penser à développer cette collaboration. Et au-delà de ça, plusieurs intervenants ont parlé de personnes en situation de handicap. Conformément à la CDH et à la loi portant protection du Bénin, en plus de personnes qui très bien qu'en tant que défenseurs, on fasse un peu attention nous-mêmes aux termes qu'on utilise. Ce sont mes deux interventions. Merci beaucoup à vous, Madame Myriam. Je pense que là, c'est pas des questions. Oui? Oui? Par rapport à la dame qui apporte Novo. La dame qui apporte Novo, elle peut toutefois se rapprocher de la Chrysalide. Puisqu'il vivait à Porto-Novo, ce sera un peu compliqué, mais la Chrysalide, on reçoit quel que soit l'âge. Il n'y a pas de critère d'âge. Ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est également le but de ce grand événement. Voilà.
Merci beaucoup à vous, une fois encore, Madame Myriam, qui nous a donné quelques suggestions et recommandations. Et elles sont les bienvenues. Autre intervenante ou intervenant? Oui, tout à fait. Nous pouvons passer la parole maintenant à Madame Ursule Adjou. La parole est à vous. N'hésitez pas à allumer votre caméra aussi si vous le souhaitez. Parfait. Bonjour, juste pour me Bonjour, présenter, Madame. je vais arrêter la caméra pour avoir plus de connexion. Et donc, bonjour, chers participants et organisateurs de ce webinaire. Et moi, c'est Ursule Céline Adjou, épouse Yahi. Je suis présidente de l'ONG, la jeune ONG Droit et dignité des femmes handicapées et également spécialiste en genre et inclusion, en protection de l'enfant, gestionnaire de projets et voilà, je loue vraiment l'initiative et je remercie tous les acteurs qui ont contribué. Je vais arrêter la caméra, s'il vous plaît. Donc, tous les acteurs qui ont contribué à la tenue de cette initiative parce que on ne pourrait vraiment avancer et avoir créé de l'impact si nous n'avons pas des évidences, comme on le dit, dans le domaine du développement. Et votre rapport vient relater les réalités auxquelles sont confrontées les femmes handicapées, ne serait-ce que dans la zone d'intervention de cette étude, mais à quelques nuances près, c'est la réalité de toutes les femmes handicapées béninoises. Et ça va enrichir davantage les programmes que nous mettons en œuvre. Toutes ces données que vous venez de partager avec nous, ça va nous permettre d'enrichir nos programmes, de les améliorer et aussi faire des plaidoyers pour que les lois, les budgets et les institutions puissent vraiment travailler pour l'inclusion de la personne handicapée, particulièrement de la femme handicapée. Donc, vivement le partage de ce rapport et également si on peut avoir l'enregistrement du webinaire parce qu'à un certain moment, j'ai été coupée. Donc, pour que nous nous en inspirions pour chacun dans son organisation et pour avancer considérablement, significativement sur la promotion des droits des personnes handicapées. Une fois encore, je vous remercie sincèrement. Merci à vous, Madame Ursule Adjou, épouse Yahi, pour ces observations, ces riches observations qui nous réconfortent. Merci. Autre intervenant? Oui, tout à fait. Nous pouvons maintenant passer la parole à Gilles Roméo Possou, qui voudrait faire une intervention. La parole est à toi, cher Roméo. Merci beaucoup. Je voudrais saluer la pertinence et le courage de cette étude et féliciter l'OFAB et l'ONG dédiée pour ce travail très novateur. Et pour moi, ce que vous avez initié aujourd'hui est essentiel vraiment pour une société plus juste et plus inclusive. Et en tant que sociologue, je trouve très important de produire des données de tel genre en vue de contribuer vraiment à un développement plus inclusif et surtout lorsque nous parlons des personnes handicapées. J'ai deux questions. La première, c'est
comment envisagez-vous d'utiliser les résultats de cette étude pour influencer les politiques publiques? Ça, c'est la première question. La seconde question que j'ai, c'est, je ne sais pas si c'est fait, mais je crois que je ne suis pas venue très en retard, hein. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement la démarche méthodologique que vous avez adoptée pour la réalisation de cette étude? Et pour finir, ce n'est pas une question cette fois-ci, c'est pour me présenter. Je suis Gilles Roméo Possou. Je suis sociologue et gestionnaire de projet et je suis directeur exécutif de l'ONG Bartimée. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher DE de l'ONG Bartimée, pour votre intervention. Les deux questions sont bien reçues. Alors, j'envoie la première question à Madame Olga pour nous rappeler une fois encore, parce qu'elle en a dit, quelles sont nos lignes directives par rapport aux résultats, aux chiffres obtenus à l'issue de cette étude. Comment nous pensons influencer les décisions avec Merci, cette Mylène. étude. Merci, Mylène. J'ajoute à ce que j'ai dit avant de revenir, j'avais dit, d'abord, la vulgarisation de ce rapport au niveau des organisations de la société civile a fait que les recommandations intègrent toutes nos actions et projets pour un plaidoyer commun. Je voudrais, après l'étape de cette vulgarisation, que nous unissons nos efforts, nous joignons les mains pour que la cause noble, juste, commune, qui est la jouissance des droits des femmes handicapées, notre pleine participation, notre intégration, notre inclusion et le fait de briser les barrières et les stéréotypes qui sont collés à nous, soit vraiment, connaissent une avancée terrible au niveau de toutes nos organisations. Et je voudrais profiter pour dire, les organisations de femmes, organisations féministes, nous avons nos mains tendues vers vous afin que vous nous ouvrez nos portes à travers le lancement de nos rapports, de notre rapport, pour que nous intégrons vos organes, nous donnons nos points de vue au sein de vos organes décisifs, nous participons à votre activité pour un monde plus inclusif. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Olga. Sans plus tarder, je passe la deuxième question à Dame Alida. Je rappelle la question, c'est de pouvoir donner brièvement la méthodologie de cette étude. Dame Alida, si vous êtes prête, veuillez donner une réponse à Monsieur Gilles Roméo Possou. Merci, Dame Mylène. Je remercie Monsieur Roméo pour la pertinence de sa question également. Bon, d'abord, nous avons mené cette étude sur une période de 3 mois et nous avons procédé également à un échantillonnage pour pouvoir avoir notre cohorte d'enquêtés, de population enquêtée. Nous avons également eu des questionnaires que nous avons administrés à nos enquêtés et nous avons eu des entretiens individuels. Nous avons également fait des focus group avec les femmes et également nous nous sommes entretenus avec les personnes ressources. Donc, c'est à l'issue de la collecte que nous avons ensuite procédé à l'analyse des données. Merci beaucoup, Dame Alida. Pour faire plus bref, il y a eu une triangulation des données pour vérifier la pertinence ou les données scientifiques qui reflètent réellement les réalités des femmes handicapées au Sud Bénin. Monsieur Gilles Roméo, j'espère que vous êtes satisfait.
Oui, je suis satisfait et je vous remercie beaucoup pour avoir donné des éléments de réponse à mes deux questions. Merci. Merci. Autre intervenant, s'il vous plaît. Axence? Oui, tout à fait. Alors, nous allons maintenant prendre l'intervention de Komivi Ayasu, qui sera, compte tenu du temps qui file, la dernière intervention. Voilà, bien sûr, l'OFAB et Ok, l'ONGTD resteront à super. votre disposition par la suite s'il y a d'autres questions. Ensuite, nous devrons avancer. Komivi Ayasu, la parole D'accord. est à vous. Voilà. C'est Ayasu, nous écoutons. Merci beaucoup, vous m'entendez? Oui, nous vous recevons. Ok, merci. Moi, c'est Ayassou Komivi. J'interviens depuis Lomé au Togo. Je suis le vice-président de l'Organisation mondiale des personnes handicapées, OMPH, et le vice-président de la Fédération ouest-africaine des associations de personnes handicapées, FOAF. Je voudrais très sincèrement, au nom des organisations que je viens de mentionner, saluer cette initiative, remercier tous ceux qui ont contribué à ce rapport, un rapport très salutaire, parce qu'aujourd'hui, comme on le sait, nous ne pouvons plus aller vers le plaidoyer sans des évidences. Et ces genres de rapports donnent des évidences sur lesquelles nous devons fonder nos actions de plaidoyer pour mieux réussir l'inclusion des femmes handicapées dans les politiques publiques. Je vais seulement poser une seule question aux deux organisations parce que, en suivant les présentations, je me suis dit, il y a eu des histoires de vie, des questions qui ont été adressées à certains qui ont été consultés, qui ont donné des points de vue. Et cela, c'est les difficultés des femmes handicapées. Quand je prends par exemple l'accès à la santé, aux services, aux soins de santé, je n'ai pas ressenti dans le rapport le point de vue de la communauté ou des professionnels de santé. Je me suis dit, est-ce que c'est fait à dessein? Parce que parfois, lorsque vous prêchez pour votre temple, il faut savoir aussi prendre l'autre à contre-pied. Et donc, il aurait été souhaitable quand même que dans ce rapport, qu'on ait quelques points de vue, par exemple des professionnels de santé, qui sont des personnes non handicapées, qui donnent aussi leur point de vue, et ça permet de juger au mieux la symétrie, que ce soit des personnes du côté des femmes handicapées ou du côté de la communauté. Qu'est-ce que la communauté aussi pense? Donc voilà un peu là où je voudrais chuter. Merci une fois encore pour cette initiative louable. Merci, merci beaucoup, Monsieur Ayasu, cher VP. Nous sommes vraiment ravis de savoir que vous êtes resté en notre compagnie et votre préoccupation est vraiment pointue. Nous en prenons acte. J'espère que les organisatrices sont câblées et elles sont pu bien noter ce point vraiment fort que vous avez pu souligner. L'intégration de la communauté, quels sont les points de vue de la communauté face à la santé des femmes handicapées. Là, je pense que c'est une recommandation. Merci. Nous allons poursuivre, si vous le permettez, chers participants et participantes. Le temps étant vraiment parti, nous allons laisser place pour suivre les recommandations énumérées à l'issue de cette étude. Pour cela, nous allons inviter Mademoiselle Marie-Ange Piaou pour nous livrer ses recommandations. Marie-Ange, tu as la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Au terme de cette étude, les femmes ont... Vous me recevez? Nous te recevons. Vas-y, Marie-Ange.
Ok, merci beaucoup. Au terme de cette étude, les femmes handicapées se révèlent comme de véritables actrices de leur propre changement, que ce soit dans l'économie, dans l'accès aux services, dans la participation à la prise de décision ou encore dans la promotion des droits et la lutte contre les violences basées sur le genre. Elles expriment un fort besoin d'information ainsi qu'une volonté affirmée de contribuer à un environnement plus sûr, aussi bien pour elles-mêmes que pour l'ensemble de la société. C'est dans cette perspective que le consortium OFAB, ONG dédiée, reformule les recommandations suivantes. Au gouvernement du Bénin et à l'administration, dans le cadre de l'élaboration et du suivi de la mise en œuvre des lois et des politiques publiques dans tous les domaines, emploi et entrepreneuriat numérique, adaptation au changement climatique, éducation, lutte contre les violences, inclusion, droits humains, il est essentiel de consulter systématiquement les organisations de personnes handicapées, en particulier les organisations de femmes handicapées. Il convient d'examiner les lois et les politiques publiques existantes afin d'y intégrer pleinement les exigences de la CDPH. En outre, il convient de renforcer l'effectivité de la participation civique et politique des femmes handicapées en adoptant des mesures structurelles garantissant l'accessibilité. Enfin, l'adoption d'une politique volontariste d'égalité apparaît indispensable afin de garantir l'inclusion effective des femmes handicapées dans toutes les instances de prise de décision. À l'attention des institutions en charge de la promotion des droits des femmes et de la lutte contre les VBG. Afin d'assurer une prise en compte effective du handicap dans les politiques liées aux droits des femmes et au genre, il est recommandé de former le personnel des institutions concernées sur les enjeux liés aux femmes handicapées. Par ailleurs, il est nécessaire d'intensifier les actions de sensibilisation auprès des femmes handicapées et de leur entourage, notamment en milieu rural, sur les voies de recours en cas de violence basée sur le genre. Enfin, l'implication directe des femmes handicapées dans les activités de sensibilisation et dans la conception des outils relatifs à la défense des droits des femmes et à la lutte contre les VBG. À l'attention des institutions en charge de la justice. Dans la perspective d'un meilleur accès à la justice, il est essentiel de rapprocher davantage les services judiciaires des communautés et de garantir l'accès à des services d'aide juridique. De plus, la désignation et la formation de points focaux handicap au sein des juridictions. Aussi, l'accessibilité des tests juridiques doit être renforcée à l'attention des acteurs économiques. Dans une perspective d'autonomisation économique durable, il est primordial de mettre en place des politiques économiques inclusives favorisant l'autonomie des femmes handicapées. Cela suppose l'intégration explicite des dimensions handicap et genre dans les politiques
d'emploi entrepreneuriat. Par ailleurs, garantir un accès équitable au financement, à la formation et aux opportunités entrepreneuriales. Il est également indispensable d'assurer l'accessibilité des environnements économiques, notamment les infrastructures, les services financiers, les outils numériques et les dispositifs d'information. Enfin, Chère Marie-Ange, oui, vas-y. J'aimerais demander si par la suite tu n'aurais pas aussi des recommandations à l'endroit des OSC, notamment de la fédération et à l'endroit des femmes handicapées elles-mêmes. Je te laisse continuer. Bien sûr. Vas-y. J'en viens évidemment. Merci beaucoup. Enfin, voilà. La promotion d'un changement social favorable à l'inclusion économique passe par la lutte contre les stéréotypes et les discriminations, ainsi que par le soutien aux dynamiques collectives. À l'attention des organisations de la société civile. Dans une logique de synergie, d'action et d'inclusion, il est recommandé d'intégrer explicitement des actions avec et en faveur des femmes handicapées dans les plans stratégiques et plans d'action annuels. La collaboration avec les organisations de personnes handicapées, en particulier celles des femmes handicapées, doit également être renforcée afin de porter des plaidoyers plus inclusifs qui ne laissent personne de côté. Marie-Ange. De même, De même, il importe d'intensifier les campagnes de sensibilisation auprès de l'opinion publique, notamment en milieu rural, afin de mieux faire connaître les réalités et les droits des femmes et des filles handicapées, à l'attention des organisations féminines et féministes, afin de promouvoir une approche des droits des femmes réellement inclusive et intersectionnelle. Il est essentiel d'impliquer de façon intentionnelle les femmes et les filles handicapées dans les stratégies et les initiatives portées par les organisations féminines et féministes. Les femmes et les filles handicapées représentent une immense diversité et un creuset de talents. Elles ne doivent pas être considérées seulement comme des bénéficiaires passives ou des symboles. La création d'espaces de dialogue entre femmes handicapées et femmes non handicapées constitue également un levier important pour renforcer l'équité de genre. La promotion de leur représentativité au sein des instances décisionnelles contribuera à l'émergence d'un leadership féminin et féministe plus inclusif, donc plus fort, à l'attention de la Fédération des associations des personnes handicapées du Bénin. Dans une optique de plaidoyer plus efficace
La réalisation d'une cartographie actualisée des femmes et des hommes handicapés apparaît essentielle pour mieux orienter les actions. Il est également recommandé de favoriser une représentativité accrue des femmes handicapées dans les organes de gouvernance de la fédération. Le renforcement des partenariats avec les institutions et acteurs de développement permettra aussi de mobiliser davantage des ressources en vue d'organiser des formations destinées aux associations de femmes handicapées pour favoriser leur développement organisationnel et le renforcement de leur leadership. À l'attention des femmes handicapées du Bénin. Les femmes handicapées elles-mêmes sont encouragées à renforcer leur participation citoyenne en continuant à se faire entendre, à prendre des décisions concernant leur vie et leur communauté et à défendre leurs droits et ceux de leurs sœurs. L'engagement dans des organisations de la société civile, notamment des organisations des femmes handicapées ou non, peut également favoriser une meilleure connaissance de leurs droits et renforcer leur capacité d'action. Dans cette même dynamique, il est essentiel de promouvoir l'entraide et la vigilance collective afin de prévenir et combattre les violences basées sur le genre. Je vous remercie. Merci, super, merci à toi, Marie-Ange, pour nous avoir livré les recommandations issues de cette étude ou pour lesquelles chaque participante et participant ici présent seront sollicités. Une fois encore, merci à chacun et à chacune. Nous poursuivons ce grand événement inclusif qui consacre le lancement officiel de notre rapport d'étude dont le titre est « Écoutez-nous vraiment, paroles de femmes handicapées du Bénin ». À présent, nous allons écouter notre partenaire phare, notre partenaire de tous les jours, Handicap International, pour son mot. Chers représentants de Handicap International, je vous laisse la parole. Alors, je pense que le ou la représentante du représentant pays HI Bénin a peut-être quelques soucis de connexion parce que je ne le vois pas en ligne. Donc, si tu veux, Mylène, en attendant, je peux enchaîner. Ok, super. Si tu me le permets. Making it work, HI, ben, l'un peut cacher l'autre. Alors, Accence, tu as la parole. Merci beaucoup, Mylène. Je vais faire rapidement. Déjà, je veux rappeler que ce rapport, écoutez-nous vraiment, paroles de femmes handicapées du Bénin, il a été fait par les femmes handicapées au sujet des femmes handicapées. Et que ça, c'est vraiment une première, c'est vraiment innovant. Et que pour une fois, ce n'est pas seulement le travail d'un consultant qui ne connaît pas spécialement ni le genre, ni le handicap, et qui n'est pas du tout concerné,
qui pose son regard dominant sur une situation. Là, ce sont vraiment les personnes concernées qui ont fièrement pris la main sur la production de données qui manque énormément. Donc, je voudrais saluer vraiment le travail acharné, ces 6 mois de travail très engagé qui a été fourni par toute l'équipe du consortium OFAB ONG-DJ. Donc, un grand bravo à Olga Noélie, à Mylène, à Alida, à Estelle, à Claudia, à Roland et également, bien sûr, à Maris et Anselme, ainsi qu'à Marie-Ange, représentante du club des filles de l'OFAB. Un immense bravo à vous pour ce travail de longue haleine qui se clôture aujourd'hui et en même temps qui n'est qu'un commencement. Merci également à Madame Fatima, l'interprète. Et ce travail, il nous rappelle vraiment l'importance de produire des données intersectionnelles sur le genre et le handicap. Sans ces données, sans ces paroles diverses et situées, on ne peut pas avoir des stratégies et des actions qui prennent volontairement en compte les problématiques, les besoins et les forces des femmes et des filles handicapées. Donc ce rapport, c'est vraiment un appel à toutes les institutions, à toute la société civile de s'engager pour inclure dans les places de prise de décision les femmes handicapées, à tous les niveaux, sur tous les sujets. Et enfin, on souhaite vraiment que ce rapport, il informe les politiques publiques pour les rendre réellement plus inclusives. Et pour finir, en tant que Making It Work, genre et handicap, on aime à rappeler l'importance de soutenir, d'appuyer et d'accompagner avec acharnement et détermination les organisations dirigées par des femmes handicapées. Ce soutien est essentiel et il faut que ce soit un soutien à long terme de la part des partenaires internationaux, de la part des organisations féministes, de la part des organes des Nations Unies, etc. Merci beaucoup à vous et très fière en tant que Making It Work d'avoir accompagné cette étude. Merci, Maxence. Alors, je vois qu'en l'absence du représentant de HI Bénin, Sophie Pécourt, coordinatrice de Making It Work, est là pour prendre la parole une petite minute, si vous le souhaitez. Oui, Sophie. Sophie est là. Évidemment. Est-ce que vous m'autorisez, parce que je n'ai pas beaucoup travaillé avec vous, mes sœurs, mais vraiment, je suis tellement émue de ce travail. Je trouve que c'est magnifique. Je suis au-delà de la fierté, je vais être honnête, parce que moi, je coordonne Making It Work depuis 2017. Donc, vous voyez, ça fera 9 ans cette année. Et finalement, c'est vraiment la première fois que des femmes handicapées, et notamment des femmes handicapées avec des handicaps visuels, se mettent dans des positions d'être des chercheuses, en fait, d'être des enquêtrices et d'être des chercheuses. Et là, je crois qu'on a franchi un cap. On a eu déjà des superbes enquêtes avec le Burundi, avec l'Ouganda, bien sûr, de vos sœurs handicapées là-bas. Mais je crois qu'on vient de franchir une étape. Et ça, effectivement, j'ai envie de dire, il y avait une question voilà, dans le chat, quelles ont été les difficultés des enquêtrices. Mais au-delà des difficultés des enquêtrices, je pense que ce que nous montre aujourd'hui ce webinaire et ce rapport, c'est qu'en fait, vous avez, avec vos handicaps, votre vision qui est unique. Et en fait, vous seuls étiez à même de produire ce rapport de la façon dont vous l'avez vu, de la façon dont vous avez entendu et communiqué avec ces femmes. Donc, vous n'êtes pas seulement des passeuses, vous êtes aussi finalement dans cette création de connaissances. On parle souvent, la création de connaissances doit se faire au plus près des gens, évidemment, mais qui mieux que des femmes handies pour aller parler avec des femmes handies, entendre des femmes handies,
questionner des femmes handies. Donc vraiment, c'est une telle fierté. Je suis fière pour vous, je suis fière avec vous. J'espère que vous l'êtes tellement. Toutes les enquêtrices, évidemment, Olga, voilà, j'ai beaucoup d'amour pour toi. J'ai eu la chance d'être avec toi au sommet mondial sur le handicap à Berlin. C'était une joie, très grande joie. Et vraiment, vous toutes et toutes celles qui ont témoigné dans le chat et toutes celles que je ne connais pas et ceux aussi de la famille Making It Work et au-delà, nous avons toutes, nous partageons quelque chose de très fort aujourd'hui. J'espère que chacune se rend compte. On va continuer à pousser pour ce rapport. Là, nous, on va utiliser notre énergie, ce qu'on sait faire, les réseaux sociaux, voilà, pour faire que ce rapport connaisse un devenir. Comme a dit une des participantes, que ça ne soit pas sur étagère. Et vraiment, voilà, je vous adresse un message. Je crois qu'on sait qu'on milite et qu'on bosse ensemble dans beaucoup d'amour, dans de la joie aussi. Et aujourd'hui, c'est vraiment un moment de joie et je pense de victoire. Et ce rapport, il fera, je l'espère, date. En tout cas, dans l'histoire, je pense, de la conception de connaissances, de la création de connaissances par des femmes handies, ce rapport, aujourd'hui, il fait date. Donc, je vous envoie des milliers de cœurs et des bravos. Et je m'arrête là. Je suis très émue et je suis très fière au nom de votre partenaire ONG-DJ et OFAB, votre partenaire qui est Handicap International. Je tiens vraiment à vous saluer et à vous célébrer. Merci. Super merci, un super merci, une très belle surprise de t'avoir avec nous, Sophie. Sincère merci, ça nous va vraiment droit au cœur. Nous sommes joyeuses, nous sommes joyeux et c'est ainsi, c'est encore un nouveau tournant pour la défense des droits des femmes handicapées en République du Bénin et même au-delà. Merci. Nous sommes en train de finir tout doucement ce grand événement inclusif, ce webinaire. Chers participants et participantes, Axence? Oui, tout à fait. Si tu le permets, bien sûr. Voilà, si tu le permets, nous allons accorder la parole à Madame Olga Noélie Adjadong pour clôturer ce qu'elle a bien commencé. Merci Mylène, merci Axence. Et je voudrais, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers participants, vous adresser au nom du consortium nos vives et chaleureuses reconnaissance pour votre participation. Et nous pensons que vous avez participé pour porter plus haut nos intentions, nos recommandations, afin que vos mains liées aux nôtres puissent sortir les femmes handicapées, les mettre à l'échelle. Je m'en voudrais de ne pas remercier ici présents même certains partenaires de taille. Je ne pourrai pas citer tout le monde, mais je vous prie de recevoir les sincères remerciements du consortium. Je voudrais faire un clin d'œil à Making It Work, à Handicap International, à toutes les structures qui nous ont reçus au cours de cette enquête. Nous avons tapé à vos portes. Vous nous avez laissé entrer avec joie. Vous avez communiqué. À toutes les enquêtrices, bravo à vous. À toutes les enquêtées, sincère merci. Je vais envoyer un coucou spécial à nos partenaires financiers grâce à qui cette étude a eu lieu. Je voudrais parler de EDIT, un fonds canadien qui a appuyé l'initiative grâce au dynamisme et l'accompagnement technique de Making It Work, genre et handicap. Sincère merci à vous.
Alors, mon dernier appel est rien pour nous sans nous et que nous soyons intégrés davantage, que nous soyons inclus davantage, que vous portez avec nous nos voix vers les décideurs, que vous nous aidez à élever nos voix devant le public, à montrer nos aptitudes, nos potentialités, afin de valoir nos aptitudes pour une inclusion réussie, effective et un changement durable au sein de notre société. Vive les femmes handicapées. Je n'oublie pas la masculinité positive, je ne vais pas dire tous les hommes féministes qui œuvrent inlassablement pour la jouissance des droits des femmes en général et celui des femmes handicapées. Je vous fais un clin d'œil au nom du consortium. Je vous dis sincère bravo et je voudrais vous remercier une fois encore, dire à l'Éternel de vous bénir, de vous fortifier afin que vous puissiez nous prendre avec vous, nous intégrer dans vos réalités quotidiennes, dans vos projets, dans vos initiatives, afin que nos voix sortent de l'arrière-cour, que les barrières soient brisées. Merci, merci et merci pour votre participation. Allô? Merci Allô? beaucoup. Mylène? Oui. Oui, Oui. c'est Ursule, c'est Madame Ursule. Permettez-moi, Oui. après Madame Olga, d'adresser mes félicitations à Mylène pour la maestria avec laquelle elle a modéré vraiment ce webinaire. Mylène, vraiment bravo, bravo et bravo encore. Hein? Merci, je revois vos bravos et je vous les retourne aussi. Merci à vous de nous avoir accompagnés. S'il te plaît, Mylène. Merci, Mylène. Oui. Je voudrais remercier aussi nos chefs des GUPST. Je voudrais remercier aussi, j'avais oublié de le souligner, notre marraine du jour. Malgré ses occupations multiples, elle a accepté porter et parrainer la présentation de ce rapport. Je ne vais pas oublier de le dire. Sincère merci à Madame Canaquin. Et c'est bon, Mylène. Merci, merci, merci. Les merci ne manqueront pas, chers participants et participantes. Nous remercions tout le monde. Le rapport parviendra à chacun et à chacune dans vos mails. Et vous aurez de très bons éléments d'autres éléments que nous n'avons pas pu exposer par ici à cause du question de temps. Et comme je le disais, nous aurons toujours besoin de vous pour la suite. Et cela n'a fait que commencer. Une fois encore, merci. Bingo, c'est la fin. Nous sommes en train de descendre et écoutez-nous vraiment, paroles de femmes handicapées du Bénin. Bravo, validé. Nous pouvons nous applaudir. Excusez-moi, c'est depuis Lomé. Bonjour à vous. Oui. Désolée. Oui. Je tiens sincèrement à vous dire merci. Merci pour ce travail fabuleux. Comme on dit chez nous, alors les Gina Milo. Bravo. YOLO. Le Togo, le Bénin, partout vous nous avez suivis. Soyez-en remerciés. Nous applaudissons pour vous aussi. Sénégal est là. Évidemment, Sénégal est là. Nagadef. Le Sénégal, la France depuis Lyon, l'Allemagne également. Tous les pays représentés. Un clin d'œil.